12 juillet 1943, 15h47, à l'est de Prokhorovka, sur les pentes ensanglantées du saillant de Koursk, où la terre noire de la steppe russe s'est muée en un bourbier gluante de gasoil brûlé et de viscères fumants sous un ciel bas et suffocant, chargé de nuages d'orage qui masquent à peine le grondement perpétuel des T-34 et des Tiger dont les chenilles broient les blés calcinés. L'air est un poison âcre, saturé de cordite qui pique les sinus comme des éclats de verre, mêlé à l'odeur métallique du sang frais et à celle, plus lourde, des corps en décomposition qui pourrissent déjà dans les entonnoirs d'obus depuis des jours. Chaque inspiration râpe la gorge, fait tousser, jusqu'à ce que les poumons hurlent pour de l'air pur qui n'existe plus ici, au cœur de cette fournaise mécanique où 800 chars s'affrontent dans un chaos de feu et d'acier. Vous sentez le sol trembler avant même d'entendre l'explosion. Une vibration sourde qui remonte le long de vos bottes crottées, traverse vos tibias comme un marteau-pilon et fait claquer vos dents dans leurs mâchoires engourdies par la peur et la fatigue qui collent à la peau comme une seconde couche de sueur salée. Obergefreiter Karl Becker, 23 ans, visage hâve creusé par 3 nuits sans sommeil, les yeux injectés de sang sous son stahlhelm cabossé qui pèse sur son crâne comme une enclume, rampe dans une tranchée effondrée, son MP40 serré contre la poitrine, le canon encore tiède de la dernière rafale qui a fauché 2 silhouettes ennemies à 30 mètres. Ses doigts, gourds et noircis par la poudre, glissent sur la boue visqueuse où flottent des bouts de tissu kaki déchirés, et chaque mouvement est une lutte herculéenne contre l'épuisement qui alourdit ses membres comme du plomb fondu, rendant chaque geste irréversible. Chaque pas, un pari sur la survie dans ce paysage lunaire où les obus pleuvent en un sifflement strident qui étire les secondes en une éternité de terreur pure. À sa droite, Gefreiter Heinz Lang, le souffle rauque et sifflant à travers sa moustache trempée, plaque son MG42 contre le rebord effrité. Les bandes de munitions cliquetant doucement contre sa hanche, son index hésitant sur la détente tandis que l'odeur de sa propre urine chaude imprègne son pantalon. Il a lâché prise il y a 10 minutes, quand un Katyusha a labouré la crête opposée dans un rugissement apocalyptique qui a englouti les cris de leurs camarades du 3e peloton, vaporisés en une bouillie de chair et de métal tordu. « Avancez pas, Karl. Les Ivan sont partout. » murmure Heinz d'une voix brisée, les mots hachés par le battement effréné de son cœur qui cogne contre ses côtes comme un animal piégé. Mais Karl ne répond pas. Ses oreilles bourdonnantes du vacarme ambiant où se mêle le crépitement des PPSH-41, ses mitraillettes soviétiques au chant aigu et vindicatif, et le hurlement des moteurs diesel des T-34 qui patinent dans la boue à 500 mètres, leur tourelle pivotant avec un grincement sinistre qui prédit la mort. Le sergent Unterscharführer Otto Krause, silhouette trapue enveloppée dans son manteau de cuir craquelé par la sueur et la poussière, les yeux plissés derrière ses lunettes fendillées, ordonne d'une voix éraillée par la fumée. « Becker, Lang, fouillez ce nid de mitrailleuses, là-bas, à 10 mètres. Bougez vos culs, ou on crève tous !» Et sa main gantée pointe un monticule de terre retourné où gît une MG nesturée, entourée de 3 corps inertes en uniforme feldgros noirci. Mais non, ce sont des soviets, leurs papakas roulés en boules sanglantes, un bras tendu comme en prière vers le ciel indifférent. Karl obéit, son corps se pliant en avant dans un lent supplice, les muscles des cuisses hurlant sous l'effort, alors que la boue aspire ses bottes avec un chuintement obscène, chaque pas un arrachement qui aspire l'âme avec la terre. Il atteint le premier cadavre, un lieutenant soviétique au visage figé dans une grimace d'agonie éternelle, la tempe explosée par une balle de M1 Garand ramassée sur un Yankee quelque part à l'ouest, et fouille ses poches d'un geste mécanique, les doigts engourdis butant sur un portefeuille gonflé d'eau, des photos jaunies d'une femme aux yeux tristes et d'enfants inconnus qui transpercent le cœur comme un éclat d'acier. Rien d'utile.
Juste la banalité de la mort qui rend l'horreur plus viscérale, plus personnelle. Puis, glissé dans la doublure de sa capote, alourdissant le tissu comme un secret trop lourd à porter, un Leica banal, un appareil photo ordinaire au cuivre terni par l'usure, le cuir de l'étui craquelé et imprégné de l'odeur de tabac bon marché et de sueur rance. Karl le saisit, sans son poids inattendu dans la paume, comme si l'objet renfermait plus que des pellicules, un fardeau invisible qui fait hésiter ses doigts tremblants sur le déclencheur vide. « Qu'est-ce que c'est que ça, sergent » halète-t-il en rampant en arrière, l'appareil pressé contre son ventre pour le protéger des éclats qui fusent maintenant. Un obus de 88 mm atterrissant à 20 mètres dans un geyser de terre et de membres arrachés qui pleut sur eux comme une averse infernale, le choc envoyant des ondes de concussion à travers leur corps, faisant vibrer les os jusqu'à la moelle et brouillant la vue d'un voile noir. Otto s'empare du Leica d'un geste sec, l'ouvre avec des doigts calleux qui grattent le mécanisme, et là, dissimulé dans le boîtier arrière, un compartiment secret, minuscule et ingénieux, abritant une pellicule microfilmée, enroulée comme un serpent prêt à mordre, des cartes, des positions de batterie d'artillerie, des ordres codés pour une contre-attaque massive de 500 T-34 convergeant sur leur flanc droit à l'aube, informations sensibles arrachées aux officiers du 5e corps de blindés de la garde, transmises par cet espion soviétique infiltré depuis des semaines sous couvert de photographes de propagande. L'air semble se figer autour d'eux, le temps s'étirant en une seconde infinie où le monde bascule. Otto fixe le microfilm à la lumière déclinante, ses yeux s'écarquillant derrière les verres fêlés, tandis que le grondement des moteurs ennemis grandit. Un raz-de-marée de acier approchant, et Karl sent une nausée acide monter dans sa gorge, mélange de peur viscérale et d'adrénaline qui électrise ses veines comme un courant haute tension. Putain de merde! C'est les plans des Ivan. Ils vont nous écraser si on les laisse passer. Radio, vite! Appelez le Feuersturm sur coordonnées 48-22 Nord, rugit Otto. Sa voix un aboiement rauque noyé par une salve de mortier qui laboure la tranchée, projetant langue en l'air dans un cri guttural, avalé par l'explosion. Son corps retombant inerte, les tripes étalées comme une carte sanglante sur la terre. Karl plonge, protège l'appareil de son corps, sent la chaleur de l'obus roussir ses bottes, l'odeur de chair brûlée de Heinz emplissant ses narines alors qu'il rampe vers le poste radioportatif, ses genoux s'enfonçant dans la boue mêlée de sang chaud qui clapote sous lui. Chaque mouvement, un combat contre le poids écrasant de la certitude que cette découverte banale pourrait être leur salut ou leur tombeau. Le radio, Unteroffizier Fritz Keller, les mains tremblantes sur le clavier en bakélite craquelé, encode frénétiquement les coordonnées extraites du microfilm, ses doigts gelés glissant sur les touches tandis que les premiers T-34 émergent du rideau de fumée à 800 mètres, leurs canons de 76 mm cherchant déjà leur silhouette, le vrombissement des moteurs diesel vibrant à travers la terre comme un cœur géant pulsant la mort. Feuerleitung, ici peloton Krause, coordonnées précises pour barrage massif, 48-22N, 32-17E. Confirmé tir immédiat sur colonne blindée. Les Ivan arrivent, hurle Fritz dans le micro, sa voix se brisant sur les mots alors qu'une rafale de PPSH balaie la crête, fauchant un grenadier à 2 mètres qui s'effondre en gargouillant, le sang giclant en arc chaud sur l'épaule de Karl. Les secondes s'allongent, interminables. Le Leica serré dans la main d'Otto comme un talisman maudit, son objectif reflétant les éclairs des premiers tirs ennemis qui criblent la tranchée, chaque éclat sifflant comme un essaim d'abeilles enragées. Et vous sentez la peur vous broyer les entrailles, un froid paralysant qui engourdit les membres malgré la fournaise ambiante, le dilemme moral déchirant l'âme. Détruire le film pour ne pas risquer une erreur fatale, ou miser tout sur cette info volée par un espion anonyme dont le cadavre gît là, yeux vitreux fixant l'appareil qui l'a trahi. Soudain,
le ciel se déchaîne. Les 90 mm du régiment d'artillerie lourde, guidés par le microfilm, déversent un déluge d'acier sur la plaine, les obus sifflant en trajectoires hurlantes qui étirent l'espace en une attente insoutenable. Puis l'impact, un concert de tonnerre cataclysmique qui fait exploser les premiers T-34 en boules de feu orangées. Les tourelles projetées à 30 mètres dans un jaillissement de flammes et de métal fondu, l'odeur de caoutchouc brûlé et de carburant se mêlant à celle de poudre fraîche tandis que les équipages soviétiques émergent en flammes, leur hurlement noyé par les détonations successives qui transforment la steppe en un enfer volcanique. Karl plaque son visage dans la boue, sent la terre trembler sous les ondes de choc qui compriment sa poitrine, chassant l'air de ses poumons dans un râle silencieux, ses ongles s'enfonçant dans le sol pour ancrer son corps contre la folie du monde qui s'embrase. 10, 20, 30 impacts en chaîne. Chaque explosion un soleil naissant qui illumine les visages pétrifiés des survivants, et les T-34 suivants freinent dans la panique, leurs chenilles patinant dans le cratère fumant, offrant des cibles immobiles aux MG-42 qui crachent maintenant leur venin à 1200 coups par minute, les bandes sifflant dans un rythme hypnotique qui fauche les fantassins débarqués en une moisson de corps tressautants. Otto, agenouillé près du cadavre du lieutenant, démonte frénétiquement le Leica pour en extraire d'autres films cachés. Ses doigts noirs de terre fouillant les recoins secrets où des micros-dos minuscules révèlent des ordres NKVD pour saboter les lignes allemandes, des positions de katyushas prêtes à noyer le saillant, et il murmure d'une voix hachée. Cet appareil banal. Il a sauvé le flanc du groupe d'armée sud. Mais à quel prix? Tandis que la bataille s'étire dans la nuit tombante, les phares illuminant le carnage en un kaléidoscope d'ombres et de flammes. Chaque seconde une éternité où la survie pèse sur l'âme comme un panzer immobilisé dans la boue. Des heures passent ainsi, le corps de Karl ankylosé par l'immobilité forcée, ses muscles tétanisés par l'adrénaline qui refuse de refluer, écoutant les gémissements des blessés soviétiques qui rampent dans l'obscurité. Leurs appels en russe, un murmure fantomatique, avalé par le vent froid qui se lève, portant l'odeur âcre de la victoire pyrrhique. Fritz continue les transmissions, dictant les coordonnées précises tirées du microfilm qui déciment une seconde vague ennemie, les explosions résonnant comme des jugements divins dans la nuit, et vous sentez le poids moral s'abattre. La culpabilité de détruire des vies sur la foi d'un espion mort. Le doute rongeant les tripes. Et si c'était un piège, un leurre pour nous attirer dans l'abîme? Mais les T-34 continuent d'exploser, un à un. Leurs réservoirs défoncés vomissant des torrents de kérosène enflammé qui lèchent la steppe comme des langues infernales, illuminant les visages des grenadiers survivants, noircis et creusés par l'épuisement qui suinte de chaque pore. À l'aube, quand le silence relatif s'installe enfin, un vide assourdissant après le vacarme, seulement ponctué par les craquements des carcasses fumantes et les râles des agonisants, Karl s'effondre contre la paroi de la tranchée, ses jambes refusant de le porter plus longtemps, le Leica gisant à ses pieds comme un reliquat maudit, son objectif fissuré reflétant le soleil pâle qui perce les nuages. Otto, le regard hanté, range le microfilm dans sa botte, sachant que cette découverte isolée a brisé l'élan soviétique sur Prokhorovka, sauvant peut-être la poche de Koursk pour des jours cruciaux. Mais le prix est gravé dans chaque corps mutilé, chaque cri étouffé qui hante encore l'air. La fatigue s'abat comme un linceul, lourde et irréversible, les membres lourds de plomb, l'esprit fracturé par les images qui tournoient, le flash des explosions gravées sur les rétines, l'odeur persistante de chair carbonisée collant à la peau, et dans ce silence après la tempête, la peur mutée en un choc émotionnel profond. La certitude que la guerre a volé non seulement des vies, mais des âmes, laissant des coquilles vides contemplant un appareil photo banal,
qui a changé le destin d'une bataille sous des odds impossibles, où la mort rôdait à chaque ombre. Les renforts arrivent enfin, des silhouettes floues dans la brume matinale, portant des brancards qui grincent sous le poids des blessés, et Karl, aidé par un camarade, se redresse lentement, chaque articulation protestant dans un craquement douloureux, le Leïka abandonné au milieu des décombres comme un témoin muet de l'espionnage soviétique démasqué, ses secrets ayant inversé le flot du carnage dans cette éternité de boue et de feu. Mais le calme est trompeur. Au loin, un nouveau grondement naît, les moteurs des survivants ennemis se remettant en marche, et la tension remonte, tendue comme un câble d'acier, forçant les hommes à saisir à nouveau leurs armes, les doigts gourds refermés sur le métal froid, prêts à revivre l'enfer, car dans cette guerre, il n'y a ni fin ni répit, seulement l'écho infini des décisions fatales nées d'un objet ordinaire. L'après-midi s'étire en une lente agonie, les patrouilles fouillant les épaves pour achever les blessés, le claquement sec des coups de grâce résonnant comme des points finaux sur des vies anonymes, et Karl, assis sur un obus vide, fixe le Leïka récupéré par Otto, sentant encore le fantôme du lieutenant soviétique dans son poids. Un moral conflicte qui ronge, héros ou traîtres, sauveurs ou exécuteurs. Les heures passent dans cette introspection lourde, le froid s'infiltrant sous les vêtements trempés, engourdissant les os, tandis que le vent porte les lamentations lointaines. Et la nuit suivante apporte une nouvelle salve, guidée par les infos restantes du film, prolongeant la survie précaire de la position. Chaque tir un rappel que cet appareil banal a tissé un fil invisible changeant l'issue locale, sous des odes où la mort gagnait à tous les coups. Des jours se fondent ainsi, l'épuisement cumulatif, transformant les hommes en automates, leur mouvement lent et irréversible, hanté par la révélation de l'espionnage niché dans un laïka ordinaire, un secret qui a renversé le destin dans le creuset de Koursk. Au cœur de cette torpeur hantée, un messager essoufflé émerge des lignes arrières, sa moto pétaradant comme un cœur affolé dans le silence relatif, portant des ordres griffonnés à la hâte. Contre-attaque immédiate, exploiter la brèche ouverte par les clichés du Leïka, percer vers les réserves ennemies avant que les T-34 ne se regroupent. Karl, arraché à sa veille morose, sent le poids de l'appareil glisser dans sa poche par Otto. Un talisman maudit ou béni. Tandis que la compagnie se déploie en une vague hésitante, les chenilles des Panzer IV crissant sur la terre labourée, projetant des gerbes de boue qui masquent les silhouettes courbées des fantassins. L'assaut s'élance sous un ciel plombé, les obus sifflant en arcs mortels. Et là, guidés par les coordonnées gravées dans l'argent des pellicules, les canons alliés taillent dans les flancs soviétiques, faisant jaillir des flammes oranges qui dansent comme des diables dans la fumée âcre. Karl avance, le fusil ballottant, l'œil rivé au relief familier maintenant révélé dans sa trahison intime, une batterie d'artillerie camouflée sous des filets de branchage, un QG de fortune niché dans une ferme en ruine, des convois de munitions serpentant comme des veines gonflées de poison. Mais la guerre, cette putain versatile, retourne sa veste en un battement de cils. Un tir chanceux de mortier pulvérise le tank de tête, projetant Otto en un tourbillon de chair et de métal tordu, son cri noyé dans l'explosion qui laboure le sol en un cratère fumant. Karl plonge, le Leïka heurtant son sternum comme un avertissement, et dans la cacophonie renaissante, il rampe vers un fossé, les balles traçantes zébrant l'air au-dessus de sa nuque rasée. Là, blotti au milieu des racines noueuses et des débris humains, il extirpe l'appareil, ses doigts tremblants fouillant le boîtier pour en extraire la pellicule vierge. Non, pas vierge, mais porteuse d'un ultime secret. Un microfilm dissimulé dans la spire du déclencheur, des plans codés d'une offensive massive, des positions de renforts blindés roulant depuis l'Est, un réseau d'espions tissé dans les lignes allemandes comme une toile d'araignée invisible. Le cœur battant la chamade, Karl hésite,
détruire cette preuve qui pourrait sauver la division entière, ou la garder, marchander avec le destin dans cette boue où les héros finissent anonymes. La nuit engloutit le champ de bataille en une mer d'encre piquetée d'éclairs, les hurlements des blessés se mêlant au vrombissement des Ju-87 Stuka qui piquent un temps ululement funèbre, semant la mort précise sur les cibles trahies par le Leica. Karl, promu sergent par défaut dans le chaos des pertes, rallie les survivants autour d'un feu de fortune. Le microfilm brûlant contre sa peau comme un fer rouge, tandis que les officiers supérieurs, alertés par radio, exigent le rapport. L'espion était un lieutenant du NKVD, camarade. Son Leica Ordinary a scellé son sort et le nôtre en mieux. Les hommes hochent la tête, épuisés, leurs yeux creux reflétant les flammes vacillantes, ignorant le fardeau supplémentaire que porte leur nouveau chef. Un choix insoluble entre loyauté absolue et survie égoïste, car détruire le film signerait la fin de la percée, le livrer exposerait les failles plus profondes du front. L'aube grise pointe, porteuse d'un assaut renouvelé, les moteurs diesel grondant en chœur, et Karl, grimpant sur un half-track brinque-ballant, sent le Leica vibrer contre lui comme un cœur ennemi capturé, propulsant la colonne vers l'inconnu où le sort de Kursk bascule sur le fil d'un objectif banal, tissé d'ombres et de trahisons éternelles. Les jours suivants se muent en un kaléidoscope de fureur, embuscades dans les blés piétinés, corps à corps au poignard sous les carcasses fumantes, et Karl, hanté par le fantôme du lieutenant aux yeux froids figés dans la pellicule mentale, dicte les tirs qui déciment les réserves soviétiques, inversant localement le rapport de force dans un étau où la Wehrmacht agonisait. Pourtant, le doute ronge, amplifié par une lettre de l'arrière, sa fiancée, écrivant de Berlin sous les bombes alliées, évoquant un Leica familial, symbole d'un avant-guerre perdu, et au bivouac, seul sous les étoiles indifférentes, il contemple l'appareil démonté, le microfilm déroulé comme un serpent venimeux. Des noms, des dates, des cellules dormantes prêtes à frapper. Brûler ou transmettre? Le dilemme culmine lors d'une patrouille nocturne où une sentinelle soviétique, blessée, murmure en allemand brisé « Le Leica, il savait trop !» avant que la baïonnette ne scelle ses lèvres. Karl rentre, le film intact, prêt à jouer sa carte maîtresse auprès du commandement, car dans ce creuset de Kursk, un objet ordinaire forge des légendes ou des exécutions, et le sien pulse d'un pouvoir qui défie les empires en déroute. Darbubu, acte 3. L'objectif fracturé. Karl, silhouette noircie par la boue et la suie, gravit les marches disjointes du PC régimentaire, creusé sous une église en ruine où les icônes byzantines veillent sur des cartes froissées. Le colonel von Eberhardt, visage taillé à la serpe, monocle luisant sous la lampe à acétylène, l'accueille d'un regard perçant. « Rapport, lieutenant ? Vos tirs ont saigné les T-34 comme à Stalingrad, mais le front plie encore. » Karl, gorge serrée, pose le Leica sur la table encombrée de télétypes et de grenades dégoupillées, en extrayant le microfilm comme un aveu funeste. « Mon colonel, ceci n'est pas un trophée ordinaire. L'espion NKVD portait cela. Des ordres pour une contre-offensive massive, des positions de nos propres cellules dormantes, et des noms, des traîtres dans nos rangs, jusqu'au niveau divisionnaire. Le colonel déroule le film sous une loupe grossissante, ses lèvres se pinçant, tandis que les ombres dansent sur les hiéroglyphes codés. Liste de saboteurs, plan pour saborder les panzers à Prokhorovka et stupeur, un nom familier, gravé comme une malédiction. Erich von Eberhardt, contact Berlin. Le monocle tombe, tintant sur le bois. « Père, impossible !» murmure le colonel, blême, tandis que Karl recule, Leica en main comme un bouclier maudit. Dehors, les salves d'artillerie soviétique martèlent la nuit,
synchrone avec le pouls affolé des deux hommes. « Camarade lieutenant, dit von Eberhardt d'une voix rauque, ce film est une sentence. Brûlez-le. Mon père. Il a pactisé pour sauver la famille, sous les bombes. Loyauté au Reich ou survie. Le dilemme de Karl explose en un éclair. Images superposées, le lieutenant aux yeux froids, la sentinelle agonisante, la lettre de sa fiancée évoquant le Leica paternel, hérité d'un oncle photographe à Berlin, peut-être le même Erich. Un réseau tentaculaire relie tout. L'appareil n'est pas un hasard, mais un chaînon familial de trahisons croisées, où l'ennemi intime forge les empires. « Non, mon colonel, » répond Karl, la voix ferme comme l'acier d'une MG-42. « Kursk n'est pas perdu pour un nom. Transmettons à OKH que la Wehrmacht tranche. » Il enclenche le Leica, immortalisant d'un flash clandestin le colonel penché sur l'épreuve, scellant leur destin mutuel. À l'aube, alors que les Tigers rugissent vers la saillie de Prokhorovka, un messager motocycliste emporte le film vers Rastenburg. Mais von Eberhardt, ombre vengeresse, suit Karl dans les blés rougis. « Traître !» crache-t-il, Luger au poing. Corps à corps fulgurant sous le feu croisé, baïonnette contre crosse, Karl désarme son supérieur d'un coup de genou mais hésite. Tuer le colonel signerait sa gloire éphémère. Le laisser vivre exposerait sa propre main tremblante sur le déclencheur du Leica. Pour le Reich ou pour nous, halète von Eberhardt à terre. Karl Rangen jette l'appareil dans les flammes d'un char carbonisé. Pour Kursk, le film suffit. Le ciel s'ouvre sur la plus grande bataille de blindés de l'histoire, Prokhorovka, où 1500 monstres d'acier s'entrechoquent en un apocalypse mécanique. Les données du microfilm percent les lignes soviétiques, inversant l'élan de Zhukov. Les Panzers percent, mais à quel prix? Von Eberhardt, relevé, dirige le carnage, ignorant le regard hanté de Karl, son Leica consumé, mais son ombre éternelle. Un objectif banal a trahi père, fiancé, empire. Kursk bascule, non par la foudre divine, mais par un rouleau de pellicule, fil tissé de loyauté pulvérisée. Et sous les étoiles froides, Karl, promu Hauptmann sur un champ de ruines, caresse un briquet vide. Brûler ou transmettre? Désormais, il sait, les deux mènent à l'abîme, où la survie n'est qu'un déclic différé. Fin.